L'Asie rassemble aujourd'hui près de 60% de la population mondiale. Depuis les années 1980, nous entendons répéter que le Pacifique devient le nouveau centre du monde. Et depuis 2 décennies, les États-Unis entendent se tourner davantage vers l'Asie, notamment face à la puissance montante de la Chine. Chacun a entendu parler de la question de Taïwan, mais il y a bien d'autres sujets géopolitiques sensibles dans la zone. Alors, l'Asie est-elle la plus grande zone de fracture du monde? Pour répondre, nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef d'Asia Magazine. Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise. Bonjour Pierre-Antoine Donnet. Bonjour Pierre Verluise. Au sujet de l'Asie, quelle est l'idée fausse qui vous énerve? Ce qui m'agace, disons, c'est le fait que depuis maintenant plusieurs décennies, on considère la Chine comme toute puissante, capable de tout faire. Or, ce n'est pas le cas. La Chine aujourd'hui est confrontée à bien des défis dont je ne suis pas sûr qu'elle les maîtrise tous. Lesquels? En particulier, je citerai notamment la démographie, qui est en train de s'effondrer à toute vitesse, un produit intérieur brut, un PIB, qui est lui aussi en train de chuter considérablement. On est sur quel chiffre aujourd'hui de PIB? Alors, il y a les chiffres officiels dont il faut se méfier, et les chiffres réels. En tout cas, cette année, le chiffre de la croissance du PIB va chuter en dessous de 5%, ce qui est inédit depuis un certain temps. Après avoir été au-delà de 10%. Ben, pendant près de 4 décennies, c'était un chiffre à deux, en fait une croissance à 2 chiffres. Donc effectivement au-delà de 10%. Et sur la démographie, on dit que la Chine est un pays très peuplé, c'est vrai, 1,4 milliard d'habitants environ, mais c'est un pays vieillissant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a maintenant cette notion d'avoir les cheveux gris avant d'être riche. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette classe moyenne qu'on estimait devenue immensément riche ne l'est pas. Le chômage est là, rattrape justement la nouvelle génération qui était là aussi pour subvenir aux besoins de la génération des anciens, qui n'a plus grand-chose. Pierre-Antoine Donnet, commençons par un premier axe. Quelles sont les origines et les perspectives des relations entre la République populaire de Chine et l'île de Taïwan? On nous parle régulièrement d'une confrontation à ce sujet. Ça vient d'où et où va-t-on? Ben, écoutez, dans ce que je peux dire en quelques minutes, c'est que la Chine des dynasties, dont la dernière des Qing, a très longtemps ignoré totalement la présence de Taïwan. Elle s'y est intéressée en fait relativement tardivement. C'est une île à combien de kilomètres de la côte? Alors le point le plus étroit, c'est 130 km, donc c'est vraiment pas loin. Et donc cette République de Chine, elle tient son nom à la fondation de la République de Chine en 1911 et s'y est réfugié le général Chiang Kai-shek quand ses troupes et lui-même se sont trouvés battus à plat de couture par le Parti communiste chinois et sa propre armée. Et depuis, Taïwan est devenu une forme de musée de la Chine en termes de patrimoine, ai-je cru comprendre. Eh ben, écoutez, donc pour reprendre la fuite du général Chiang Kai-shek, quand il est allé se réfugier à Taïwan, il a emmené avec lui tous les trésors, la plus grande partie des trésors qui étaient dans la cité interdite au centre de Pékin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce grand musée national de Taipei recèle des trésors extraordinaires sur la Chine ancienne. Mais ça n'est pas tout, parce qu'en fait, Taïwan d'aujourd'hui, c'est aussi un musée vivant de cette Chine ancienne. Et donc, chaque fois que j'y vais, je suis ébloui par le fait que toutes ces traditions de la Chine ancienne sont encore bien vivantes là-bas, alors que malheureusement, en Chine populaire, la réécriture de l'histoire fait qu'elles sont peu à peu oubliées. Et pourtant, la République populaire de Chine a mis Taïwan à son menu. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ogre chinois, entre guillemets, que représente le président Xi Jinping aujourd'hui, a bien dit qu'il faudrait une réunification, un terme impropre d'ailleurs, je lui dirai pourquoi tout à l'heure, devrait avoir lieu de façon absolument nécessaire sous la présente génération. C'est-à-dire qu'il y a une limite de temps avec l'option militaire. C'est-à-dire qu'en fait, si le peuple de Taïwan refuse une réunification pacifique, l'armée populaire de libération est là pour utiliser la force. Concrètement, ça se passerait comment? Vous
savez, les scénarios sont nombreux. Personnellement, je pense que Xi Jinping est un être suffisamment éclairé pour comprendre que s'il y avait un assaut militaire et une guerre chaude, elle serait extrêmement coûteuse de part et d'autre. Donc je pense qu'il cherche à éviter cela. Et d'ailleurs, il se réfère à un stratège, Sun Tzu, qui a vécu il y a 2500 ans, qui disait déjà à l'époque qu'une guerre bien gagnée est une guerre sans guerre. Mm. Il y a à Taïwan de nombreuses usines de microprocesseurs qui ajoutent à la valeur de Taïwan sous l'angle stratégique, et j'ai cru comprendre que les États-Unis mettaient leur crédit sur la sécurité de Taïwan. Donc, est-ce qu'on va vers une confrontation États-Unis, République populaire de Chine au sujet de Taïwan? Alors, les cartes sont rebattues aujourd'hui avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Il y a encore peu, le président, encore en exercice jusqu'au mois de janvier, Joe Biden, avait dit à 4 reprises, donc on voit très bien qu'il prend ça très au sérieux, qu'en cas d'agression chinoise, les États-Unis défendraient Taïwan. Il n'a jamais précisé les termes, évidemment, il ne le ferait pas. Mais alors maintenant, avec Trump de retour au pouvoir, il m'est difficile de prédire ce qui va se passer, sinon certainement une guerre commerciale. Ça, je pense qu'on va vers une nouvelle confrontation sur le plan économique entre la Chine populaire et les États-Unis. Alors vous nous amenez à cette question, comment est-ce que les pays asiatiques, les principaux pays asiatiques, voient le retour de M. Donald Trump à la Maison-Blanche? Ben, je pense qu'il y a avant tout une très grande inquiétude du fait du côté totalement imprévisible de Donald Trump. Il l'avait montré pendant son premier mandat. Il aborde son deuxième mandat avec là aussi un degré d'imprévisibilité assez élevé. Donc, tous ces pays, essentiellement d'ailleurs ceux de l'Asie du Sud-Est, qui préféraient ne pas choisir entre les États-Unis et la Chine, sont bien ancrés dans cette solution-là. Parce qu'à vrai dire, choisir l'un contre l'autre, c'est faire un choix qui est lourd de sens pour l'avenir. Et du fait du côté imprévisible de Donald Trump aujourd'hui, plus que jamais, ils vont refuser de choisir. Alors par contre, les États-Unis ont des alliés solides dans la région, à commencer par le Japon et la Corée du Sud. Et je pense qu'ils ne peuvent pas le dire évidemment de façon officielle, qu'ils sont assez inquiets. Inquiets à quel sujet? C'est quoi les grands dossiers? Inquiets du fait que, si vous voulez, la relation de Donald Trump avec le monde extérieur, elle est transactionnelle. Il calcule tout ça en homme d'affaires. Et je pense que sa connaissance des véritables enjeux géopolitiques et géostratégiques est assez faible. Ce qui fait qu'on l'a vu déclarer, par exemple, qu'il allait trouver une solution à la guerre en Ukraine en une journée. Alors bon, ce qu'on va bien se décider, c'est de demander une reddition à Zelensky. Ce qui veut dire aussi que pour Taïwan, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et on ne peut pas savoir non plus ce qui va exiger du Japon et de la Corée du Sud en termes financiers pour payer la protection militaire que les États-Unis accordent à ces deux pays face à la Corée du Nord et à la Chine. À propos de Chine et Taïwan, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas d'accord avec le terme de réunification. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, vous voulez, c'est un terme qui est utilisé régulièrement par la propagande chinoise, mais qui est absolument impropre dans la mesure où, depuis leur arrivée au pouvoir en 1949, les communistes et le Parti communiste chinois n'a jamais administré Taïwan. Donc en fait, ce serait, comment dire, récupérer Taïwan ou mettre la main sur Taïwan. Pour revenir à un autre élément que vous avez évoqué, M. Trump, que reste-t-il de la tentative de négociation que celui-ci avait faite avec la Corée du Nord dont on parle actuellement, Oui. au sujet de l'Ukraine d'ailleurs? Vous voyez, c'est là où on touche vraiment au cœur du côté spectaculaire et, comment dirais-je, imprévisible de Donald Trump. Parce qu'on l'avait vu franchir la zone de délimitation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord pour aller à la rencontre de Kim Jong-un, donc le dictateur nord-coréen, puis ensuite le prendre par le bras et lui parler comme si c'était un vieil ami. Ce sont deux personnes qui sont opposées. Kim Jong-un, donc le troisième du nom des Kim depuis Kim Il-sung, et qui est à la tête de la Corée du Nord, lui, il a un agenda bien précis. Tandis que quand il l'avait rencontré, Donald Trump pensait pouvoir en faire un ami en 10 secondes. C'était complètement surréaliste. Alors aujourd'hui, ce qui va se passer avec la Corée du Nord, là aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation, parce qu'on voit bien que pour ce tyran Kim Jong-un,
sa police d'assurance pour pouvoir rester au pouvoir, ce sont ces menaces nucléaires. Alors que va en faire Donald Trump? Grand point d'interrogation aujourd'hui. Et on a une idée au sujet de la Corée du Nord en termes d'armes nucléaires. Ils ont ou ils n'ont pas l'arme nucléaire? Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs tests nucléaires qui ont prouvé que, évidemment, ils ont la bombe atomique. Alors maintenant, vous savez, sur le plan militaire, avoir une charge nucléaire est une chose, mais pouvoir la véhiculer à 10 000 km sur le sol américain en est une autre. Donc, est-ce qu'ils ont les vecteurs appropriés? Ils ont procédé à un certain nombre de tirs expérimentaux qui tous ont plongé au large de la mer du Japon, qui montrent qu'ils ont déjà des vecteurs. Ça, on le sait. Mais alors, entre donc posséder l'arme nucléaire et avoir toute la puissance américaine ou russe, on en est très loin. Mais cette menace est là, elle existe, et cette menace se précise au fur et à mesure des déclarations de Kim Jong-un. Pour en revenir à Donald Trump, vous parlez plusieurs fois de son caractère imprévisible. Mais dans quelle mesure c'est pas surjoué? Dans quelle mesure c'est pas un moyen de prendre l'ascendant sur les autres et de générer un effet de sidération? Vous savez, je pense que pour les dirigeants du régime communiste chinois, c'est très embarrassant parce que bon, ils l'ont déjà pratiqué pendant 4 ans. Ils ont vu que pendant ces 4 années, les discussions commerciales ont été extrêmement ardues et qu'effectivement, Donald Trump jouait cette carte. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en Chine populaire, il y a une très grande résilience. Il y a aussi un peuple qui est extrêmement surveillé. Et donc, je pense qu'à long terme, vraiment, j'en suis assez convaincu, tout cela va bénéficier à la Chine populaire et à son régime. Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. Pierre-Antoine Denet, venons-en au Japon. Le Japon a été une grande puissance, mais le Japon traverse depuis longtemps des difficultés nombreuses. La République populaire de Chine est la deuxième puissance du monde, mais elle connaît un ralentissement de sa croissance économique. Alors, quels sont les grands défis de ces deux grands pays asiatiques? Alors, pour parler du Japon, il a toujours un handicap moral qui est là, très présent, qui est celui des erreurs tragiques des militaristes japonais jusqu'à la reddition du Japon en 1945. Ces erreurs se sont traduites par des millions de morts en Asie de l'Est, principalement en Corée, dans la péninsule coréenne et aussi en Chine. Donc il en reste un très fort ressentiment. Et pour le moment, les autorités japonaises n'ont jamais été jusqu'à reconnaître officiellement les erreurs passées pour tourner la page. Ce qui fait qu'en face, essentiellement en Chine, le régime chinois utilise ça comme étant une sorte de levier politique et aussi nationaliste. Donc, tant que cette page ne sera pas tournée, ce traumatisme restera profondément ancré dans les esprits, aussi bien en Chine qu'en Corée et aussi au Japon. Alors maintenant, sur le plan économique, bien sûr, le Japon a subi en 2008 de plein fouet la crise financière de l'époque. On avait à l'époque des milliardaires japonais qui pensaient que tout était possible, et d'un seul coup, c'était pas vrai. Il y a eu un certain nombre de suicides d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est vrai, l'économie japonaise traverse une phase difficile, mais qui est aussi souvent le cas des économies quand elles arrivent à maturité. Y a-t-il une articulation entre la crise démographique du Japon et sa crise économique? Alors, pas tout à fait, parce que cette crise démographique, on la voit aujourd'hui qui s'installe, et elle devient de plus en plus grave. Mais en 2008, ce n'était pas tellement le vrai facteur. Mais c'est vrai que pour le Japon aussi, et alors là vraiment, le Premier ministre Ishiba le dit sincèrement, c'est devenu une crise existentielle pour le Japon. Parce qu'en effet, on voit, si on regarde les projections dans les décennies qui viennent, que la population japonaise va chuter de façon absolument dramatique. Alors que c'est un pays qui, par ailleurs, est très réticent à l'immigration. Alors justement, j'allais en venir, tout à fait, votre question est tout à fait pertinente, parce que ça contraint le Japon à réviser son esprit de fermeture qu'il a observé pendant des siècles, des phases d'ouverture, puis ensuite de fermeture à nouveau. Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont contraints d'ouvrir les frontières pour permettre à un certain nombre de travailleurs étrangers de venir. Mais ils le font de façon intelligente, comme par exemple le fait l'Australie ou le Canada. C'est-à-dire que immigration, oui, mais pour des travailleurs qualifiés
qui d'ailleurs sont obligés aussi d'apprendre des rudiments de langue. Qui s'engagent sur une durée ou c'est toute la vie? Ceux qui viennent et qui remplissent le contrat social auquel ils se soumettent en arrivant, s'ils se comportent de façon paisible, ils sont acceptés pour des longues durées. Donc certains s'installent pour très longtemps, sinon à vie. Donc ça, effectivement, c'est un phénomène nouveau au Japon. Et alors si on revient à la République populaire de Chine, ces grands défis que nous n'avons pas encore évoqués, c'est quoi? Bah, écoutez, moi je trouve qu'il y a d'abord la conséquence de ce ralentissement économique qui est le chômage. Et le chômage est quelque chose de jamais vu depuis la fin des années 70 en Chine populaire. Les chiffres officiels, tant qu'ils étaient encore publiés jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que c'était gênant pour l'image du pays, frisaient les 25% pour la tranche d'âge 18-24 ans. C'est du jamais vu depuis le début des réformes économiques qui avaient été initiées, vous vous en souvenez, par Deng Xiaoping à l'époque. Ça me fait penser à l'Espagne des années post-2008, 9, Oui, 10. alors les exemples sont nombreux, mais il y a effectivement celui-là. Mais pour la Chine, c'est quelque chose de dramatique pour plusieurs raisons que je vais essayer d'expliquer. D'abord, c'est un mandat du ciel qui est en train de s'effondrer. Le mandat du ciel, dans les dynasties qui se sont succédées, était en fait le devoir de l'empereur de répondre à un contrat social passé avec la population. C'est aussi celui de Xi Jinping avec sa propre population, qui est de dire: nous allons subvenir à vos besoins matériels, mais vous nous laissez régner sur le plan politique. Et ce premier volet n'est plus rempli aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce quart de la population jeune, notamment tous ceux qui sortent diplômés des universités, quand ils ne trouvent pas de travail, ils se posent des questions évidemment, tout à fait claires, qui est: où va-t-on? Pourquoi le système ne répond pas à ces questions-là aujourd'hui? Il se prolonge pour les anciens, parce que le système des retraites est embryonnaire en Chine populaire. Ces jeunes qui subvenaient aux besoins de leurs parents et grands-parents ne peuvent plus le faire. Donc ça veut dire qu'il y a un doute qui s'installe dans la population aujourd'hui. Et ce doute, on le voit dans la façon dont réagissent les jeunes. Alors ils ne peuvent pas manifester parce qu'il est interdit. On se souvient des manifestations monstres dans les rues pendant cette politique zéro Covid. La répression a été terrible. Donc prendre ce genre de risque, c'est devenu quasi impossible. C'est impossible, tout simplement. Donc on réagit comment? Alors il reste très peu de façons de s'exprimer. Il y a cette politique de tangping, c'est-à-dire qu'on s'allonge sur un banc, on ne bouge pas. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il s'est allongé sur un banc. Or, c'est une façon de manifester. Mais l'autre, on en revient justement à la démographie, c'est pour ces jeunes couples de ne pas faire d'enfants. Alors plusieurs qu'eux-mêmes raisons, sont c'est nés de l'inconnu du famille avec lendemain. un seul enfant, souvent. Pardon? Eux-mêmes sont nés de famille avec un seul enfant. Oui, mais ça, c'était à partir des années 80. C'était Deng Xiaoping, toujours le même, qui avait pensé que trop de bouches à nourrir empêcherait le décollage économique. Ça s'est retourné aujourd'hui contre le système. Mais pour le Parti communiste, en fait, c'est une révolte organisée, parce que c'est de dire: très bien, eh bien, écoutez, quand il n'y aura plus personne pour vous obéir, vous serez fini. Alors nous ne pouvons pas terminer ce tour d'Asie sans nous pencher sur le pays le plus peuplé du monde, c'est-à-dire l'Inde. Par rapport à la Chine, l'émergence de l'Inde a été un peu décalée dans le temps, au moins une décennie, mais c'est devenu une réalité. L'Inde est un nouveau géant économique. Il y a une tarte à la crème concernant l'Inde, c'est de dire que c'est la plus grande démocratie du monde. Alors concrètement, c'est vrai, c'est faux, et c'est quoi l'Inde aujourd'hui? Alors déjà, le mot démocratie, vous savez, c'est un concept très élastique. Mhm. La démocratie aux États-Unis, quelle est-elle? On pourrait en discuter, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais s'agissant de l'Inde, vous avez bien raison de dire que c'est une tarte à la crème, parce que, ma foi, le Premier ministre Modi est tout sauf un grand démocrate. Il est arrivé au pouvoir, c'est vrai, à la faveur d'une sorte de charisme populaire qu'il a, et qu'il a toujours. En même temps, il s'est dépêché de mettre en œuvre un certain nombre de réformes qui mettent à l'index la communauté musulmane, pour ne parler que d'elle. Alors ensuite, l'Inde d'aujourd'hui, c'est un pays passionnant où il y a une richesse culturelle extraordinaire, une diversité ethnique extraordinaire que moi j'aime beaucoup. On est loin de la situation de la Chine aujourd'hui, dans la mesure où c'est vrai que les libertés individuelles, on ne va pas les comparer, elles sont certainement beaucoup plus grandes en Inde. C'est une évidence.
Sur le plan économique, vous l'avez dit, effectivement, il y a un décollage qui est loin d'être terminé et l'ambition de l'Inde, c'est de dépasser la Chine un jour. Ils en sont loin pour le moment. Ils ont des atouts pour les investisseurs étrangers. Alors, c'est-à-dire que oui, là aussi, il y a plusieurs raisons, dont l'une est de nouveau la Chine. Et pourquoi? C'est parce qu'à vrai dire, les difficultés économiques que traverse la Chine aujourd'hui et qui vont certainement continuer dans la décennie à venir, c'est un indicateur pour les investisseurs étrangers qui se disent, ceci combiné aux incertitudes politiques, nous amène à réévaluer nos investissements sur le sol chinois. Où aller? Eh bien ailleurs, dont notamment en Inde. Ce qui fait qu'effectivement, on a Singapour, le Vietnam, la Malaisie qui bénéficient de cela, mais aussi l'Inde. Et en plus de cela, l'Inde, ma foi, il y a un savoir-faire aussi dans bien des domaines où, ma foi, les investisseurs y trouvent leur compte. Et puis une certaine forme de stabilité malgré tout. Oui, mais vous savez, là aussi, je pense qu'il y a eu des erreurs d'appréciation quand on a un regard occidental. L'Inde, depuis très longtemps, on le voit bien, ménage ses propres intérêts avant les autres, ça c'est naturel, mais fait en sorte justement dans ce sens-là de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'à vrai dire, ils ont toujours choisi une forme d'indépendance en favorisant les liens avec la Russie, qui sont restés aujourd'hui quand même assez forts, les liens avec l'Occident, les liens aujourd'hui avec le Sud global, ce qu'on appelle le Sud global. Et aujourd'hui, on voit que depuis très peu de temps, aussi bien Narendra Modi que Xi Jinping ont décidé d'enterrer l'âge de guerre et justement de mettre un terme temporairement à leurs différents frontaliers. Et là aussi, il y a derrière tout cela un plan bien établi de part et d'autre. Alors, Pierre-Antoine Danet, pour terminer ce tour d'horizon de l'Asie, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la Birmanie qu'on présente souvent comme l'enfant malade de l'Asie du Sud-Est? Alors, la Birmanie, c'est un cas d'école très intéressant parce qu'on a vu une junte qui a confisqué le pouvoir démocratique qui avait été conquis par des élections, par les urnes, et qui donc s'est installée par la force. On a vu ensuite la même junte se livrer à des exactions absolument épouvantables contre des populations civiles, pensant qu'ainsi elle allait pouvoir se maintenir au pouvoir. Et ça n'est pas le cas. Donc si vous voulez, pour l'ensemble de l'Asie, y compris donc la Chine aussi, il y a là valeur d'exemple, parce qu'on voit que finalement, la résistance intérieure d'un peuple arrive à vaincre contre un régime armé et surarmé, qui a été aidé là aussi par la Russie, on le sait, et partiellement aussi par la Chine. Donc la résistance n'a pas encore gagné, mais elle a presque gagné. C'est-à-dire qu'elle a été tellement victorieuse dans tellement d'endroits de la Birmanie que pour les régimes autour, ça fait réfléchir. Pierre-Antoine Danet, pour en savoir plus au sujet de l'Asie, nous pouvons d'abord recommander Asia Magazine, dont vous êtes rédacteur en chef. Asia Magazine est une revue trimestrielle disponible en kiosque. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Eh bien, écoutez, avec le directeur de la publication, Pierre-Yves Benolienne, on a pensé qu'il y avait d'abord un désir de s'informer sur l'Asie en France, en Belgique et en Suisse, et aussi peu finalement de revues ou de publications papier pour y répondre. Donc c'est pour ça qu'on a créé Asia Magazine, sous forme papier mais aussi d'ailleurs numérique, où nous ouvrons nos colonnes non seulement aux thèmes géopolitiques, aux politiques, mais aussi aux thèmes sociaux, économiques et aussi artistiques. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de couvrir un large spectre pour essayer de présenter donc à ces personnes qui ont soif d'en savoir plus, un large spectre sur cette diversité asiatique qui est absolument considérable. Nous voulons essayer de faire partager à nos lecteurs cette somme de savoirs qui existe à travers l'Asie. Et ces savoirs, c'est une multitude en fait de domaines, que ce soit la spiritualité, les religions, les philosophies, les modes de vie, les paysages. Alors donc évidemment on touche à la photographie, on touche à la littérature. Donc tous ces aspects-là, on essaie de le présenter sous forme trimestrielle. Et le rendu est très beau. Merci beaucoup. Il y a une vraie qualité de papier, une vraie qualité d'image et de texte. Je voudrais juste vous demander en
3 phrases, pourquoi, d'après vous, le musée Guimet fait fausse route au sujet du Tibet? Alors, trois phrases, ça va être très peu, mais je vais essayer. Je pense, si vous voulez, que le musée Guimet, que je connais depuis plus de 50 ans, est en train vraiment de faire fausse route. Et il est assez clair aujourd'hui, à travers toutes les enquêtes qui ont été menées par un certain nombre de mes collègues et confrères, que le musée Guimet a cédé aux pressions chinoises d'une façon ou d'une autre. C'est tout à fait établi. Merci. Un grand merci également à notre réalisateur Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef d'Asia Magazine, une revue trimestrielle disponible en kiosque.